Madame, Monsieur, bonsoir. Dans cet épisode de Questions d'actu, plongée dans les agrégats macroéconomiques et les réalités microéconomiques. Avec une croissance qui frôle les 5%, une inflation contenue en dessous de la barre psychologique des 1% et des réserves de change à 443 milliards de dirhams. Le Wali de Banque du Maghreb vient de livrer au souverain lundi soir un bilan qui ferait pâlir d'envie la plupart des économies émergentes. Cela dit, ce même rapport a fait ce que peu de banquiers centraux se permettent de faire, à savoir pointer ce décalage entre les chiffres et le vécu des Marocains. Avec un chômage à 13%, en première ligne les jeunes et les diplômés, et où, comme l'a rappelé le Wali Si Abdelatif Jouahri, un Maroc qui ne peut avancer à deux vitesses. Alors posons ce soir la question qui peut potentiellement déranger. Qui est responsable de quoi ? Alors, la Banque centrale a fait sa part en ramenant le taux directeur à 2,25% et en assurant les liquidités bancaires si importantes pour le tissu, notamment entrepreneurial, ou pour rester dans le jargon de l'institution, une politique monétaire accommodante presque au maximum de ce qu'elle peut offrir sans reprendre de l'inflation. Et de l'autre côté, le gouvernement, lui, engrange les bons chiffres, déficit budgétaire ramené à 3,5% du PIB et des recettes fiscales en hausse. Mais voilà, le Wali a lui-même averti que les dépenses incompressibles restent élevées dans notre pays. On comprendra bien pourquoi dans quelques instants avec nos experts. Il y a aussi l'inévitable, mais quand même évité, réforme des retraites qui devient capitale. Et toujours selon le Wali de Banque du Maghreb, la loi organique des finances doit être accélérée. Comment aligner politique monétaire et budgétaire pour que les réformes structurelles telles que l'emploi, les retraites et le ciblage social n'attendent plus leur tour ? Réponse en compagnie de nos experts ce soir. Avec moi, à ma droite, le professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat, professeur Hassan Arafi. Bonsoir, un plaisir renouvelé de vous accueillir, c'est Arafi. C'est un plaisir de participer. Marhaba bik. Avec nous aussi un autre professeur, il est professeur d'économie monétaire à l'université Hassan II de Casablanca. Professeur Mustafa Al-Jaï, bonsoir. Voilà Khadija, merci pour l'invitation. Marhaba bik, toujours un plaisir de vous accueillir. Et puis aussi un plaisir renouvelé d'accueillir notre analyste consultant auprès des entreprises fondateur d'HBA Consulting, Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de répondre à nos questions, cher Hicham. Alors, messieurs, d'abord, cette présentation par le Wali de Banque du Maghreb devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI du rapport de l'institution sur les comptes de 2025. Que représente cette présentation, maintenant, je commencerai par vous, professeur Arafi. Que représente ce moment-là dans d'abord le bilan, mais aussi dans le calendrier, on va dire, annuel du Royaume? À l'accoutumée, donc c'est une tradition annuelle de présenter le rapport de la Banque centrale, qui reste un acteur clé dans l'échiquier financier et économique du Royaume. À travers ce rapport, la Banque centrale, en tant que la clé de voûte de tout le système monétaire marocain, et il présente ses conclusions et sa lecture de l'économie marocaine, aussi bien au niveau des politiques structurelles de l'économie qu'au niveau des politiques conjoncturelles. Et donc, au niveau de la structure économique, le rapport, et il met en exergue les principaux indicateurs concernant la croissance économique. Il a commenté la croissance économique comme le profil de la croissance économique, également en liaison avec l'emploi, en liaison avec d'autres agrégats qui constituent ce qu'on appelle le carré magique. Donc l'inflation, l'emploi, le solde extérieur et la croissance aussi. La croissance. Et la croissance. Et le carré magique, comme vous l'appelez, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a de magique, ce carré. Parce que on l'appelle magique parce que c'est très difficile de combiner entre les trois agrégats. Les quatre agrégats, en même temps lutter contre l'inflation et réaliser une croissance prometteuse et éponger le chômage et réaliser un solde extérieur positif. Et donc, parfois, c'est comme on est en train
d'arranger quelque chose. Quand vous tirez de l'autre côté, vous risquez de... Mais la Banque centrale, après on reviendra en détail sur les chiffres les plus marquants de ce rapport, mais quand on veut analyser les quatre coins de ce carré. On a la croissance, on a le chômage, l'inflation, le chômage on a le et le solde déficit. extérieur. Et, du coup, la Banque centrale, elle est responsable duquel des coins? Je pense que c'est un écosystème. Chacun, il essaye d'agir de son côté. La Banque centrale, c'est le gardien du temple monétaire. Donc, son rôle principal, c'est de lutter contre l'inflation et de stabiliser la politique monétaire. Donc l'inflation. Oui, mais c'est parmi c'est la mission principale. La croissance dépend aussi de la stabilité monétaire. Oui, parce qu'elle essaie de réduire et de lutter contre les tensions inflationnistes, mais sans étoffer la croissance économique. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il y a un équilibre dont la Banque centrale essaye de veiller là-dessus. Alors, en résumé, vous avez parlé de tradition annuelle, de cette présentation du rapport annuel de Banque el-Maghreb devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un bref comparatif entre les conclusions du rapport de 2024 et celui de 2025. Alors, en gros, le rapport 2024 de Banque el-Maghreb décrit un climat de résilience malgré les chocs. Quand on parle de choc, il y a bien sûr la sécheresse, il y a les débuts de l'assouplissement monétaire, il y a aussi la désinflation mondiale. En 2025, le rapport décrit une résilience toujours de l'économie nationale, voire même une accélération, un saut qualitatif pour reprendre les termes du Wali et une confiance internationale confirmée par le retour en catégorie investissement de la note souveraine. Mais il y a quand même un signal stratégique, j'aimerais bien vous faire réagir dessus, Hicham Ben Saïd Alaoui. Le pays, selon cette comparaison entre ces deux rapports, semble être passé d'une phase de résilience face aux crises externes, et là, nous sommes face à un risque plutôt interne, parce que là, on parle d'emploi, on parle de chômage, on parle de répartition des flux de croissance. Comment faire cette lecture entre ces deux éléments de l'économie nationale face à ces deux chocs, internes et externes? Tout simplement, nous sommes dans une économie globalisée, mondialisée. Et bien entendu, il y aura des exercices, pour parler techniquement, des exercices comptables, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, où il y aura une pression exogène. Il peut y avoir, par exemple, une guerre dans telle région du globe, il peut y avoir une perturbation géostratégique, une perturbation logistique. Et dans d'autres cas, il peut y avoir des sujets beaucoup plus marocains, comme une sécheresse localisée, ou comme des sujets qui impactent tel ou tel pan de l'économie. Donc là, en l'espèce, ce que je note avec beaucoup de satisfaction, c'est que contrairement, par exemple, à il y a encore 10 années, où notre croissance économique au Maroc était très sinusoïdale. Pour faire très très simple, les années de bonne pluviométrie, nous étions autour de 4,5 à 5% parfois. Les années de mauvaise pluviométrie, généralement c'était 1 an sur 2, nous étions autour des 2, ce qui nous a valu une croissance moyenne pondérée de 2000 à 2015 environ de l'ordre de 4,4%. Là, les années de bonne pluviométrie, comme cette année, où nous avons un PIB agricole qui a fait plus 8,4% à peu près, vous avez une croissance qui flirte avec les 5%. Les années de moins bonne pluviométrie, on va être autour de 4,3, 4,4. C'est drivé par l'investissement et le fait d'avoir un investissement générateur de valeur ajoutée, parce que c'est un impact direct sur le PIB, ça c'est un grand motif de satisfaction, parce qu'au-delà du caractère exogène ou endogène des chocs, il y avait parfois une tendance à observer une certaine décorrélation entre certains investissements et les retombées pragmatiques à très court terme des mêmes investissements. Là, le fait qu'on ait cet alignement, je pense que c'est très, très salutaire. Et deuxième sujet que je voulais soulever, si on devait faire une analogie avec le monde de l'entreprise. Vous avez bien entendu, un État sera toujours très au-dessus de la plus grande des entreprises au monde. Mais en termes de gouvernance, cette période coïncide avec les assemblées générales. Bon, plutôt il y a quelques semaines. Mais toujours est-il que autour de la fin du premier semestre, c'est l'heure de dresser les bilans. Chaque entreprise a ses agrégats. Pour un État, on va parler de déficit budgétaire, on va parler de croissance du PIB, on va parler de chômage. C'est des agrégats qu'on suit et qu'on suit à isopérimètre qui vont permettre d'observer les évolutions des différents sujets. Donc, de ce fait, je pense que l'économie marocaine est intégrée à un monde globalisé,
mais sans pour autant être totalement tributaire des perturbations à l'international. L'économie marocaine a de quoi être autonome, notamment sur le domaine de l'agricole et sur le domaine de l'investissement, avec les infrastructures qu'elle a développées. Disons que les années où la conjoncture internationale est moins porteuse, nous aurons un petit impact sur notre croissance, mais nous ne serons pas en récession, en décroissance. Les années où l'économie se portera très bien, ça va permettre de nous faire surfer très positivement sur la vague internationale. Oui, mais on gère bien les chocs externes, exogènes, et on gère moins bien les risques endogènes, internes, avec quand même des taux de chômage inédits, historiquement hauts, qui dépassent les 13% de la population active. Alors là, il y a deux sujets pour moi qui sont très distincts. D'abord, lorsque nous parlons de situation exogène, il faut rappeler que la monnaie marocaine, qui est une monnaie indexée sur l'euro à 60%, à 40% sur le dollar, avec une zone de flottaison de plus ou moins 5%, cette monnaie, pour un pays importateur net comme le Maroc, va vous permettre de gérer plutôt bien les crises exogènes, parce que généralement, lorsque le dollar va monter, l'euro va baisser, inversement, ce qui fait que la monnaie marocaine, de par sa structure, va rester dans un périmètre qui va lui permettre de gérer les crises à l'international et donc de plus ou moins mieux gérer que la moyenne son inflation et tous les intrants de manière générale. Mais lorsque vous avez une monnaie aussi forte que le dirham, peut-être que sur le marché domestique, si ça vous permet de réguler l'inflation, parce que ça vous permettra toujours d'importer, je rappelle qu'on est importateur net, d'importer sans un excès de hausse des prix. En revanche, vous serez peut-être moins compétitif à l'export, vous serez moins compétitif pour relancer certains secteurs, pour attirer également d'autres secteurs. Et donc, la monnaie marocaine, telle que je la vois, elle a vocation à garantir les grands équilibres macroéconomiques pour un pays importateur net, ce qui va nous permettre de plus ou moins très bien digérer les crises exogènes. En revanche, je pense qu'il faut une autre politique. C'est pour ça que je parle de deux sujets différents. Pour moi, la monnaie marocaine permet de gérer les crises exogènes, mais peut-être qu'il faudrait d'autres politiques complémentaires à la monnaie pour permettre de relancer, par exemple, l'export, pour permettre de développer certaines filières de manière spécifique qui vont très, très au-delà de la simple gestion de la monnaie. Oui, on va parler aussi de cette politique monétaire qui, si elle est déjà au maximum de l'accommodant ou l'accommodation, quelle est la marge de manœuvre du prochain gouvernement? C'est une question qu'on laissera pour la fin. Mais avant, j'insiste sur ce chiffre de 13% et sur ce chiffre de 4,9% de croissance enregistré en 2025 selon la Banque centrale. Professeur Ljay, beaucoup de diplômés chômeurs, beaucoup de jeunes. Exact, chômeurs. tout à fait. Les taux sont à deux chiffres, bien évidemment, bien au-delà des 13%, voire le double, sans parler des NIT qui se comptent en millions. Question toute bête, comment on peut faire une croissance qui frôle les 5% et maintenir un chômage à 13%? Enfin, maintenir. Alors, ne pas arriver à contenir ce chômage, à le baisser en dessous de ces 13%, qui reste, encore une fois, je le répète, un taux très, très haut par rapport aux moyennes nationales, même dans les années les plus délicates et compliquées. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que cette année, déjà, on a un taux de chômage qui a reculé de 13,3 à 13%. Cela est dû aux 192 000 postes d'emploi créés. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est insuffisant par rapport aux 320 000 jeunes qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi. Et quand on analyse davantage ce taux de 13%, quand on voit la tranche d'âge des jeunes et des jeunes diplômés, dans certaines régions, ce taux frôle les 33, voire même plus, ce qui est très inquiétant. Je pense que le grand paradoxe, c'est que ce taux de croissance de 4,9, d'abord, les points de croissance ne créent pas autant d'emplois qu'auparavant, avec les nouvelles technologies, avec la robotique qui s'installe. Donc, un point de PIB crée maintenant entre 12 et 16 000 postes d'emploi. Auparavant, il créait beaucoup plus. Le deuxième point, à mon sens, c'est que cette croissance est portée par les investissements publics de l'État. Plus de 2/3 des investissements, c'est l'État, c'est le public, ou que ce soit le secteur privé, et le public dans des secteurs stratégiques comme les travaux publics, les TP, tous les chantiers structurants pour 2030, et ces chantiers ont une durée de vie. D'accord ? On n'a pas, comme l'a dit Alaoui, un secteur privé qui drive l'emploi et qui est orienté export et qui est pérenne. Si vous voyez un petit peu les investissements privés, notamment des PME qui représentent la majorité des entreprises dans notre tissu économique, l'investissement reste faible. Donc, à mon sens, c'est l'État
qui fait le plus gros de l'investissement. Et tant que ce n'est pas le secteur privé, on va rester dans ce paradoxe. En plus, Pourquoi? parce que, comme je vous ai dit... Pourquoi? Parce que vous connaissez bien la CGEM. Tout à fait. Vous avez plusieurs casquettes. Oui, exact. Que ce soit à votre actif ou à votre passif. Bien sûr. Mais j'interpelle l'ancien vice-président de la CGEM que vous êtes et qui était en charge justement de la TPM. On voit qu'il y a effectivement une certaine réticence, une frilosité vis-à-vis de l'investissement pour les entreprises marocaines. Ça, pourquoi? Pourquoi on n'investit pas dans des secteurs qui créent de la valeur? Pourquoi on préfère fermer une usine et aller construire un lotissement? C'est le profit immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision, à mon sens, à moyen et à long terme. Il y a un effet d'éviction de l'industrie vers l'immobilier, on l'a vu. Clairement. On l'a vu dans les années 2010, même Et début ça des dure années 2000. encore. Voilà, et avec des plus-values, parfois à des chiffres qu'on ne peut jamais réaliser. Donc c'est l'appât du gain. Tout à fait. En plus, les TPME qui représentent l'ossature, surtout les petites entreprises, elles souffraient. On a parlé déjà dans ce plateau plusieurs fois. Bien L'accès sûr. au financement, d'ailleurs, si vous avez remarqué dans le rapport qu'a présenté M. Louali à Sa Majesté, il souligne les mesures prises par Banque al Maghreb. 1. Il va assouplir les règles prudentielles pour permettre au système bancaire Aux banques de financer plus, ouais. ces TPME. Ils ont mis en place le mécanisme de Tumwilcom pour renforcer le fonds de garantie. Mais comment dirais-je, la sauce ne prend pas encore et j'espère qu'avec tous les avantages qu'il y a des nouvelles chartes d'investissement pour les PME, l'aide de l'État qui peut atteindre jusqu'à 30%, est-ce que l'aide de l'État, on l'a déjà dit sur ce plateau, Voilà. pour que l'aide soit débloquée, il faut que la banque donne son feu vert Bien pour sûr. le financement. Tout à fait. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Exactement. Parce que si la banque ne finance pas, l'État ne subventionne pas. C'est clair. Et puis, il ne faut pas oublier que cette incertitude, ces tensions géostratégiques, le cumul contrainte du Covid avec toutes les problématiques qu'il y avait de relance et des crédits oxygène. Il y a beaucoup d'entreprises, on parle de 48 000 TPME qui met la clé sous le paillasson. Oui. Donc, c'est un sérieux notre problème. réalité. Et pour moi, tant que c'est pas le secteur, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Donc, et c'est le secteur privé qui C'est crée de pour l'emploi. cela, je et c'est pense le qu'il y a secteur ce décalage. privé qui crée de la croissance. Tout à fait. Oui, alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut? On l'a vu, la politique monétaire, un commentaire d'abord sur cette politique monétaire dite accommodante, professeur Arafi. Est-ce que Banque al Maghreb va continuer à baisser ses taux? Je pense que la politique monétaire, c'est un exercice d'équilibre. En même temps, il faut lutter contre l'inflation sans étouffer la croissance économique. Oui, mais il faut à côté un relais budgétaire plus offensif de l'État. Bon, parmi les choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de littérature et beaucoup de politique publique, c'est ce qu'on appelle le mix policy. Le mix policy, c'est-à-dire la combinaison entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Tout à fait. Personnellement, je n'ai jamais lu un rapport qui traite cette question d'une manière approfondie, que ce soit par le ministère des Finances ou par Banque al Maghreb. Alors qu'il s'agit d'une question très très centrale parce qu'il est lié à ce qu'on appelle le phénomène de la cyclicité budgétaire. Parce qu'il y a des effets réciproques entre la politique monétaire et la politique budgétaire, tout en sachant qu'il s'agissait les deux de politiques conjoncturelles. Donc ils ne sont pas liés aux politiques structurelles de l'économie. Alors, parmi les choses qu'on peut affirmer, et je pense que depuis toujours, le Maroc a adopté une politique monétaire anti-inflationniste. Ça, c'est parmi les choses bien réussies au niveau de notre politique monétaire. Bon, après Covid, on a commencé à remarquer certains revirements, tels que les assouplissements quantitatifs, le rachat de bons de trésor, etc. C'est une première. C'était une première. Donc, le rachat par la Banque centrale des bons du trésor. Même la Banque centrale a évité d'utiliser cette expression d'assouplissement quantitatif, mais au niveau de la doctrine, on était dedans. Alors, quand on dit assouplissement quantitatif, c'est un peu la planche à billets. Oui. Déguisée. Pas forcément. Mais vous jouez sur le marché secondaire afin d'éponger les banques de trésor pour ne pas créer des problèmes de financement du trésor. Oui. Exact. Bon, alors, sans rentrer dans des complexités techniques, et je pense que
parmi les choses sur lesquelles le Wali Bank al-Maghreb avait insisté dans l'une de ses dernières sorties médiatiques, il a évoqué un point très important qui concerne tous les Marocains. C'est que la différence entre l'inflation comptable et l'inflation ressentie. Exact. Et ça, c'est le point culminant. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on lit dans le rapport que le taux de l'inflation a été réduit, ramené à 0,8, vous dites ça à un ménage marocain, vous dites, vous moquez de moi. Vous moquez de moi. C'est clair. Pourquoi ? Parce que nous avons un panier qui contient 400, ça c'est l'ACP qui calcule, qui fait les calculs à travers un panier. Oui, le panier, il a été créé il y a plusieurs décennies. Il a panier où il y a presque 80% des produits qui ne sont pas consommés dans le quotidien marocain. Exact. Alors, et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réfléchir à une autre modalité, de calculer le taux d'inflation pour que l'aspect comptable de l'inflation soit adéquat avec le ressenti des Marocains. Ça a été une affirmation, une réaffirmation de la part de Wali Bank al-Maghreb. Les gens, ils voient que parfois l'inflation, elle dépasse les 100%. La viande, l'alimentation, les choses de quotidien. Et donc, parfois, dans ce cas-là, les chiffres ne représentent pas la réalité effective. Et l'on est de même lorsqu'on parle de la politique monétaire. Est-ce que vraiment, lorsque on essaye d'agir sur les taux directeurs, ça a un impact immédiat sur l'investissement et sur même la lutte contre l'inflation? Parce que, comme vous le savez, pourquoi on agit sur les taux directeurs? C'est pour éponger la liquidité, pour dissuader les investisseurs à contracter des crédits, parce que la contrepartie, ça se transforme en masse monétaire. Ouais. Mais est-ce que, ça c'est dans la doctrine, c'est dans le benchmarking international, est-ce que ça colle au Maroc? Moi, je pose la question. Avec une économie informelle de 40%. Alors aujourd'hui, vous avez l'informel. Vous avez la question de la liquidité, donc le cash. Le cash. Donc, ce qu'on appelle le taux de la circulation de la masse monétaire. Ça, c'est un grand problème au Maroc. Et donc, en théorie, effectivement, vous agissez sur le taux directeur en le rabaissant, en l'augmentant. Mais est-ce que vraiment on a cet impact théorique sur la réalité? Et je pense la politique monétaire aujourd'hui, d'abord, on sait très bien que Ben Maghreb, ce n'est pas une autorité réglementaire, c'est une autorité de régulation. C'est le gendarme de banque. Donc c'est une responsabilité qui est partagée avec le ministère des Finances. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les politiques conjoncturelles, d'une part, le mix policy entre la politique budgétaire et la politique monétaire, il faut qu'il aille, parce que ce n'est que récemment, ça fait 4 ans, 5 ans, on voit même qu'il y a des chiffres qui divergents entre le ministère des Finances et Banque al-Maghreb. Et je pense, je l'ai dit et je le redis encore, je pense qu'on a besoin d'un Conseil supérieur de finances publiques qui devrait trancher sur cette question pour qu'on aille cette... Notre conseil. Donc, c'est pas un conseil en tant que, si vous voulez, c'est une commission ad hoc. Oui, on n'est pas... Oui, mais c'est uniquement pour uniformiser le langage, tracer des politiques qui sont convergentes, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de politique budgétaire, on a des orientations, on n'a pas une véritable politique budgétaire. On a des orientations par le cadrage du ministère des Finances. Alors oui, on a des cadrages, on a des réformes en suspens. Et j'aimerais bien m'arrêter sur cette... La réforme. Oui, cette réforme des retraites que M. Le Wali décrit comme inévitable. Ça a été dit, ça fait plus qu'une vingtaine d'années. Oui, mais le gouvernement continue d'esquiver. Écoutez, c'est une hémorragie, il faut arrêter. C'est une hémorragie, il faut arrêter. Donc je pense, les rapports qui ont été produits, ça fait plus qu'une vingtaine d'années, je pense... moi, j'ai lu un rapport là-dessus qui a été élaboré par le ministère des Finances sur un rapport actuariel qui a confirmé que le déficit implicite, la dette implicite des caisses de retraite, il a atteint un niveau qui est devenu alarmant.
Donc qu'il fallait introduire des réformes afin de rétablir. Mais jusqu'à l'heure actuelle, la réforme, c'est au niveau de CMR. Mais on a d'autres... je pense que le même problème sera demain vécu par les autres organismes qui gèrent les retraites, le CNSS, le RCAR, le RCR. Les SR. Alors, je pense qu'il y a tendance, la réforme s'impose aujourd'hui. Je pense qu'il faut uniformiser le système de prise en charge et le système de financement le financement de la retraite, parce là, on revient, on ne veut pas avoir un Maroc à multivitesse. C'est-à-dire justement, ça a été rappelé. Des fonctionnaires qui sont bien sécurisés, Ah oui. et la CNSS qui aura des problèmes certainement s'il continue dans la même voie. Et je pense aujourd'hui la question de la retraite, parce qu'il est lié à la soutenabilité budgétaire. Il est lié à la soutenabilité budgétaire, et c'est parmi les grands chantiers qui ont été ouverts, ils sont toujours d'actualité, et qui exigent d'une part des décisions déterminantes pour les réformer, et d'autre part des décisions pour la mise en œuvre des démarches progressives. À mon avis, la conscience, elle est collective, personne ne conteste, personne ne discute aujourd'hui que la réforme s'impose. Ce qui est discutable aujourd'hui, c'est le comment. Et quels sont les pas qu'il faut devancer pour ne pas déséquilibrer l'écosystème de système de retraite. Autre chose, au niveau de rapport de Banque El Maghreb, il a essayé de mettre en exergue la question de la soutenabilité budgétaire, et il a dit une chose très importante. Il dit que les années... attention, si on arrive à réaliser des recettes importantes cette année, ça ne serait pas le cas pour demain. C'est la durabilité, justement. C'était ma prochaine question, notamment celle du Maroc à deux vitesses, mais aussi celle du déficit budgétaire qui recule, notamment grâce à des recettes fiscales records. Déjà l'année dernière, et puis encore une augmentation à deux chiffres cette année, plus 15% cette année. Alors on parle du fiscal, on parle aussi du financement innovant, nous allons y revenir avec vous, c'est Arafi. Mais quelle durabilité, Hicham Ben Saïd Alaoui, parce qu'on vous parlez de l'État comme une entreprise, sans véritable maîtrise de la dépense? Non, c'est très juste. Moi, je situerais pour moi une banque centrale, c'est le garant de la masse monétaire, de la monnaie en circulation. Et il y a plusieurs pendants. Il y a le pendant de l'approvisionnement en monnaie, notamment sa disponibilité au niveau des banques privées. Et le fait de réguler, de surveiller ces mêmes établissements privés dans leur manière de gérer. D'où cette fonction de gendarme avec les solvency-based risks, etc. Il y a également le contrôle de la masse en circulation, ce qui permet ultimement de jouer sur l'inflation. Est-ce que les prix sont élevés, pas élevés? On peut jouer également par le biais, le truchement des taux directeurs. Et au passage, moi, ma conviction sur les taux directeurs, je pense que ce n'est pas forcément la panacée, tout simplement parce que, ça a été évoqué par le professeur, je le vois quelque part un peu mécanique comme approche. C'est-à-dire, si, pour parler très, très concrètement, j'augmente les taux directeurs, ça veut dire qu'il est plus dur pour un particulier, pour prendre cet exemple, de s'endetter. S'il est plus dur de s'endetter, le particulier consomme moins. S'il consomme moins par le jeu de l'offre et de la demande, les prix finiront par baisser. Mais ça veut dire que quelque part, quelqu'un va payer la note. Et celui qui va payer la note, si ce n'est pas le consommateur avant le changement du taux directeur, c'est l'entreprise qui va se retrouver obligée de baisser ses prix et au passage avec un impact fiscal non négligeable parce que si les prix baissent, mécaniquement, vous avez une marge qui va baisser et donc l'impôt collecté va baisser. Donc dans cette logique globale où il y a aussi bien le contrôle des organismes bancaires que le contrôle de la masse en circulation, que l'impact sur l'inflation, dans cette configuration globale, je pense que Banque El Maghreb est dans son rôle parce qu'ils sont garants de la masse monétaire en circulation et de son utilisation. Parmi les autres leviers, pour revenir rapidement sur un sujet qui avait été précédemment évoqué, parmi les autres leviers en plus de l'export que j'avais évoqué, il y a également le levier non négligeable du monde rural. Parce que si vous parlez par exemple de 13% de chômage, et si vous voyez les destructions nettes d'emplois assez récurrentes qu'on a dans le monde rural, je pense qu'une des premières problématiques, c'est pas tant la création d'emplois dans un contexte industriel urbain,
Certes, c'est important, mais je pense qu'en amont, qu'il faudrait observer l'automatisation qu'on a tous vue lors des 10 ou 12 dernières années dans le monde agricole, qui s'est accompagnée peut-être d'un besoin moindre en main-d'œuvre et donc qui a mécaniquement engendré soit une transition vers les villes ou bien une augmentation des taux de chômage ou bien des destructions nettes d'emplois dans le monde agricole. Donc pour en revenir à cette logique de soutenabilité, à cette logique de contrôle de la masse monétaire en présence, je pense qu'il faut une politique globale où effectivement il est possible d'avoir les leviers de l'amont à l'aval, et en rappelant que M. Jouari, pour parler de lui, c'est l'homme idoine, ne serait-ce que par ses expériences. Parce que tout simplement, il a été ministre des Finances pendant 5 ans, il a été président d'une très grande banque et du GPBM pendant 10 ans, il a été à la tête de la CIMER, parce qu'on parlait de retraite. De retraite, oui. Il connaît bien. Il connaît tous les sujets, c'est-à-dire les points d'achoppement. Et là, il est depuis quelques décennies à Banque Lembrel. Donc, s'il y a bien une personne qui connaît tous ces sujets, l'amont, l'aval, comment réagirait un banquier privé, comment réagirait quelqu'un à la tête des retraites, comment réagirait le citoyen, comment réagirait le régulateur, c'est bien lui. Donc, je pense que sur ce volet-là, et en plus étant super partes, parce qu'il a été Walid Banque Lembrel sous des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite, des gouvernements mixtes. C'est apolitique, hein, Walid Banque Lembrel, on le sait. Lui, il est sur sa ligne. Il est sur sa ligne, il est sur sa trajectoire, et ça va dans la continuité et pas dans le temps politique. Et c'est pour ça que moi, si ça ne tenait qu'à moi, je suis très très partisan de pouvoir accru de Banque Lembrel pour 2 raisons. La première, celle que j'ai évoquée de la connaissance de tous les rouages de l'amont et de l'aval, et également par la courbe d'expérience qui a montré que, les mauvaises années, nous avions une inflation contrôlée, nous avions un déficit budgétaire contrôlé, et ça me permet juste de faire une petite digression sur l'excellent débat qu'on a lancé sur l'inflation. Moi, je suis très partisan de l'inflation que j'appellerais concrète ou très terre-à-terre. Si vous parlez de dépenses contraintes, de dépenses non contraintes, si vous parlez à un ménage, il va vous dire, moi, par la force de la loi, mon loyer augmente de 3% par an, le jeu des intérêts composés, parce qu'il augmente de 10% tous les 3 ans. Oui. C'est la loi. Donc moi, déjà, j'ai une inflation moyenne annuelle sur mon loyer, 3%. Lorsque je vais scolariser mes enfants, assez régulièrement, on me demande de payer plus. D'augmenter, bien sûr. Lorsque je vais faire mon plein de carburant, ça, au gré de contingences internationales, ça coûte plus factuellement. Lorsque je vais remplir mon panier pour consommer, manger, c'est les besoins incompressibles, ça coûte plus. Donc je suis très partisan d'observer sur les revenus des ménages où est-ce qu'ils sont alloués et aller sur 80% de l'allocation des revenus des ménages pour dire voici ce que consomment les ménages, location, frais de scolarité, voyages et autres. Il faut rentrer combien ça coûtait, combien ça coûte. Cette évolution s'appelle l'inflation. Là, je pense que ça parlerait à beaucoup de gens. Oui, surtout que, et ça a été rappelé il a averti, M. Louali, que ces dépenses très compréhensibles, incompressibles restaient très élevées. Ce qui me pose aussi, où une question s'impose aussi sur les réserves de change. Quand on parle de réserves de change à 443 milliards de dirhams, n'est-ce pas? Tout à fait, 5 mois et demi, je pense, de nos importations. Oui. Ça rassure les marchés. Oui, ça rassure les marchés, mais ça attention. Rassure les ménages. Les ménages, je ne sais pas s'il y a un impact direct. Par contre, quand on analyse, je dirais, cette donne, c'est dû essentiellement à 3 choses. Il l'a dit, d'abord au transfert des Marocains du monde, qui continue de progresser en dépit de toute la conjoncture, notamment morose en Europe et ailleurs, avec ces tensions. Il n'y a pas que la conjoncture morose, il y a le coût. Oui. Le coût des transferts qui a augmenté, qui peut atteindre jusqu'à 8% du montant transféré. Il y a aussi les nouvelles restrictions des banques européennes. Oui. Il y a les circulaires des banques européennes il y a déjà, je pense, 2 directives qui sont entrées en application et qui, comme je l'ai déjà dit dans ce plateau, limitent l'activité bancaire pour les banques non européennes. Je vous donne un exemple concret. Avant, nos agents en Europe ouvraient des comptes à des Marocains d'Amsterdam, Paris, Barcelone, je ne sais pas où, et ils pouvaient faire des transferts. Maintenant, cette ouverture, avec ces directives, va être interdite. Donc, on va un petit peu cantonner leur activité et la réduire. Toujours est-il qu'il y a un attachement de cette diaspora marocaine à son pays. Maintenant, quid de l'avenir? Est-ce que ça va la durabilité dans le temps? C'est pour cela que, si je dois dire, des dépenses sont rigides, mais les recettes, point d'interrogation. Il y a heureusement dans les recettes aussi, dans ce confort, entre guillemets, c'est les exportations notamment de l'aéronautique, dans un secteur le Maroc a bien percé, la tenue des bons cours de l'OCP,
Mais tout cela peut évoluer. C'est les cours mondiaux aussi, Oui, parce qu'il faut exactement. dire que, oui. Ça, peut-être 2026 va être une année moins bonne, peut-être. Voilà, tout à fait. Donc il n'y a pas quelque chose de sûr et certain, surtout dans une incertitude, dans ce brouillard mondial et de ces tensions géostratégiques. Donc il faut quoi? Il faut maîtriser la dépense, parce que vous parlez tout à l'heure de dépenses maîtriser, de ménage incompressibles. Est-ce que la dépense de l'État, est-ce qu'il y a des dépenses incompressibles et certaines qu'on peut peut-être revoir? A priori, c'est mon avis personnel et je pense que ça a été dit dans ce rapport, c'est très difficile. D'abord, vous avez des augmentations de salaire qui ont coûté... Nous avons maintenant une masse salariale qui dépasse 10% du PIB. Vous parlez des salaires des fonctionnaires. Oui, là, bien sûr, oui. Ah, il faut préciser. Tout à fait, exactement. Je parle bien sûr des fonctionnaires qui coûtent à l'État, le privé, bien sûr, exact, a les moyens. Donc, c'est difficile. Il y a toute cette protection sociale, ce chantier royal qui nécessite 54 milliards de dirhams par an. Pour moi, ça va être très, très difficile. Et puis, il y a tous les chantiers structurants dans lesquels le Maroc s'est lancé d'ici 2030. Alors, c'est intéressant que vous parlez du social. Si Jouali parle du ciblage social qui reste insuffisant, qui doit réguler le tir et avec quel budget? Vous parlez des 54 milliards. Pour ça, à la fin. Je pense, parmi les slogans qu'on a levés dans ce quinquennat, donc c'est l'État social. Mais l'État social, ce n'est pas l'État de l'assistanat. C'est différent du point de vue conceptuel. Je pense que cette question de soutien direct aux ménages mérite une réflexion. Parce que dans le benchmarking international, même les pays les plus pionniers en la matière ont commencé à remettre en cause leur idée de départ. Je pense, moi, je suis parmi les protagonistes de, pas le soutien, mais le ruissellement, la théorie de ruissellement. C'est-à-dire le ruissellement, c'est... je pense s'il y a un soutien à donner, c'est aux investisseurs. Parce que les soutiens destinés aux ménages d'une manière qui n'est pas ciblée pourrait avoir des effets négatifs. Parce que celui qui va payer... Si je peux juste jouer avec les mots, si aussi le soutien aux investisseurs est ciblé... non, pourquoi? Je dis rien, parce qu'il y a eu des soutiens à des investisseurs, par exemple, dans le cheptel pour les importateurs de bétail, et on sait qu'une enquête a été arrêtée au sein même du Parlement. Là, ça a été ciblé, mais c'est mal ciblé. Non, aujourd'hui... C'était ciblé pour certains. Aujourd'hui, c'est pas l'État qui paye, c'est le contribuable qui paye. Bien évidemment. C'est le contribuable qui paye. Oui. Et donc, lorsque... Vous savez comment on appelle ces aides-là dans la doctrine? L'impôt négatif. C'est un impôt négatif. Et donc, l'article 39 de la Constitution, il dit que chacun il doit participer aux charges publiques en fonction de ses capacités contributives. Je pense, parmi les conditions sine qua non pour un bon ciblage de ces aides, c'est lutter contre l'économie souterraine. Autant que vous avez une économie souterraine, il ne faut pas rêver que vous aurez un bon ciblage. Oui. Un bon ciblage pour les aides à caractère social. Aujourd'hui, les libéraux, et je pense, moi j'y crois, c'est que c'est l'investisseur, c'est l'investissement qui crée la croissance, c'est l'investissement qui crée de la richesse. Et donc, c'est l'investissement et cette croissance qui va créer de l'emploi. C'est le profil de la croissance qu'on souhaiterait réaliser, pas une croissance comme on a aujourd'hui, 4,9%, mais qui n'a pas un impact sur l'activité. Parce que la croissance économique n'a de sens que s'il crée de l'emploi. À mon avis, et celui qui va créer ça, c'est l'investissement. Et donc, au lieu maintenant donner des subventions aux ménages, les 500 dirhams, etc., est-ce que cela va solutionner le problème? C'est pas ça ce qui va solutionner. Ça risque de créer un autre problème. Lequel? Ça risque de créer un autre problème. Vous parlez tout à l'heure de la main-d'œuvre dans le rural. Aujourd'hui, et ça a été évoqué, c'est pas moi qui le dis, il était assis à votre place, c'est le président de la Comader qui évoquait que certains secteurs, certaines filières agricoles manquaient terriblement de main-d'œuvre. Aujourd'hui, oui. Et c'est une contamination qui va se disséminer aujourd'hui, même au niveau de la promotion immobilière. Bien sûr. Il n'y a pas d'ouvriers maintenant. Donc, ça, ce sont des phénomènes qu'il faut analyser.
Ce sont des phénomènes que d'abord, sur les chantiers, vous ne trouvez pas d'ouvriers à moins de 300 dirhams jour. Cet employé potentiel, pourquoi il est résistant? Pourquoi il refuse? Peut-être il refuse de travailler dans les conditions dans lesquelles il a travaillé depuis toujours. Aussi. Également, moi je me suis demandé auprès de promoteurs, donc peut-être il y a un déplacement de l'activité, vers des chantiers qui sont plus encourageants. Mais ce que je veux dire sur cette question de subvention, je pense que ça mérite un débat national. Il ne faut pas le prendre d'une manière populiste. Alors, vous pensez qu'à l'approche justement des législatives de septembre, ce rapport est aussi... Bon, c'est un satisfecit de fait par rapport à ce qui a été accompli jusque-là, par rapport à la résilience face aux chocs externes, etc., etc. Mais c'est aussi, si on peut dire, une to-do list pour le prochain gouvernement. Écoute, réforme des retraites, meilleure répartition des richesses, création d'emplois, oui, création de richesses. Vous savez, est-ce que c'est le rôle de Banque Maghreb? Non, peut-être, je ne sais pas si c'est parmi les qualités des professeurs ou si c'est une disqualité, je ne sais pas. C'est qu'on raisonne d'une manière normative. Et peut-être raisonner d'une manière normative, vous avez l'air d'être antisocial. Ou là, vous avez des idées qui sont un peu extrémistes. Mais moi, ce qui m'intéresse... Antisocial ou antisocialiste? Non, antisocial. Parce que quelqu'un qui va m'entendre, il lui dit, ce professeur qui plaide pour soutenir l'investisseur et ne pas soutenir le ménage, il dit que... Tu es investisseur. C'est pas démagogique. C'est pas démagogique. On va dire. Ah, voilà. Donc, non, je dis que c'est... Comment on dit en arabe, là, c'est Confucius qui avait dit ça. Alors, je pense le plus important. D'ailleurs, les Chinois l'ont bien compris. On ne devrait pas disséminer une culture de l'assistanat et de la mendicité. Exactement. On devrait disséminer une culture de travail, une culture qui pousse le Marocain à travailler et d'avoir l'argent à partir de l'effort qu'il exerce. Et ce n'est pas un Marocain qui a toujours l'habitude de tendre la main, que ce soit à l'État ou à l'autre. On ne veut pas ça. On est plus grand comme population marocaine d'être comme ça. On peut être État social sans tomber dans l'assistanat. Alors aujourd'hui... Non, on peut être État social sans tomber dans l'assistanat. L'État social, dans la littérature économique, c'est pas ça il n'est pas conforme à ce qui est véhiculé dans les discours politiques. L'État social, à l'époque de Bismarck, qu'il avait créé ce concept, c'était quoi? C'est-à-dire, il faut que l'investissement qui génère de l'eau, c'est lui qui doit créer de la richesse, la richesse qui va soutenir la population. Exact. Mais c'est pas l'assistanat, c'est-à-dire, on peut imaginer quelqu'un qui attend que l'État lui donne à manger, alors qu'il a la possibilité de travailler. Il faut je pense le challenge aujourd'hui au niveau de l'économie, c'est pas ça à mon avis. Le challenge, il faut qu'on ait un profil de la croissance économique qui n'a d'effet que de créer de l'emploi. Un emploi stable et durable. Comment c'est Arafi. Et là, je vous pose la question à vous trois, messieurs, selon vos perspectives respectives, selon votre domaine d'action. Quand on dit c'est le secteur privé, il faut que le secteur privé, on vient d'en parler, le secteur privé n'est pas très motivé pour investir, pour mettre le capital dans un secteur manufacturier. Il faut les pousser. Alors, vous savez que notre problème, peut-être j'ai donné l'impression que je suis en train de défendre l'investisseur, mais maintenant je vais plaider coupable. Est-ce que vraiment on a un investisseur? On a l'économie de l'Hemza. C'est l'opportunité. Pourquoi pas? Écoutez, ceux qui ont de l'argent et de la trésorerie, est-ce qu'ils ont l'audace d'investir dans l'industrie? Ils investissent dans le commerce et dans le service. Ils cherchent la rentabilité la plus facile. Peu de risques. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut inculquer à l'école, pas à l'investisseur, c'est l'esprit d'un industriel. Parce que l'industrie, c'est une culture. Vision de long terme. Ce n'est pas question. Mais c'est nouveau, on est un peu... Il faut le dire, le royaume du Maroc, on a une histoire de quoi? Une histoire avec un grand H. Celui qui a de l'argent... On a une histoire de commerce, pour les petits investissements, et d'agriculture. Ou les moyens... Celui qui a de l'argent, il cherche à avoir un café, un cafétéria ou un restaurant.
Et celle qui a de l'argent, elle cherche de faire un spa. Je suis désolé. Oui, bon, ne généralisons pas quand même. Je généralise pas, mais c'est question culturelle. Vous savez que l'Égypte est le premier pays industriel arabe. Ouais. Et si l'Égypte, celui qui a, c'est Talat Harb, celui qui a inculqué la culture industrielle depuis le début du XXIe siècle. Il n'a jamais occupé un poste politique, à mon avis. Il a une grande statue au centre de Caire. C'est un témoignage de l'effort de cette personne à instaurer l'esprit industriel, c'est les Égyptiens. Et voilà le résultat. Très bien. L'Égypte. Je pense que la question de l'industrie au Maroc, c'est une question culturelle. Culturelle. Hicham Ben Saïd Alaoui, vous qui accompagnez ces entreprises, ces chefs d'entreprise, est-ce que vous partagez l'avis de ces Arabes? C'est une question de culture, c'est une question de quoi? Ou de financement, de quoi s'agit-il? Pourquoi ils freinent? Déjà, je ne partage pas forcément la philosophie globale. Je vais m'expliquer. Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Peut-être ça peut être culturel, ça peut être philosophique, mais peut-être que le substrat pédagogique dans les années, par exemple, 60, 70, 80, était très orienté révolution industrielle, où la panacée, c'était la révolution industrielle, les sœurs Papin, etc., dans un environnement où nous, par exemple, notre économie à l'époque, n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et donc, on voyait peut-être, avec un brin d'envie, ce qui se passait du côté de l'Allemagne, du côté de la France et du côté d'un certain nombre de pays. Venir aujourd'hui et décréter que l'industrie est la panacée, moi, je ne suis pas d'accord. Prenons l'exemple d'un pays comme la Grande-Bretagne. Un pays comme la Grande-Bretagne qui a beaucoup profité, avant son Brexit, de l'Union européenne, parce qu'ils avaient sous-traité tout ce qui est industrieux, en Italie, en Allemagne, en France, en Afrique, et ils avaient très bien géré leur économie avec les services. L'entertainment, la banque, la finance participative, où ils ont été au-delà de beaucoup de pays musulmans, par exemple. Donc ce n'est pas parce que nous n'avons pas une super industrie que nous sommes voués à l'échec. Il y a la Silicon Valley, par exemple, en Californie, dont le PIB est comparable au PIB d'un certain nombre de pays africains, est un autre exemple. Donc moi, je pense que déjà, il faudrait juste bien faire les choses. On peut opter pour l'agricole, on peut opter pour l'industrie, on peut opter pour les services. Mais encore faut-il très bien faire chacun des pans lorsqu'on est une entreprise privée. C'est-à-dire, si vous faites très bien une activité de service, vous pouvez employer beaucoup plus de gens, vous pouvez générer beaucoup plus de marge, vous pouvez payer beaucoup plus d'impôts. Moi, dans une logique globale, ZLECAf, par exemple, ou avec des Free Trade Agreements avec l'Union européenne ou autre, que l'investisseur privé soit un peu frileux, qu'il n'ait pas accès au financement comme il aimerait, ou peut-être qu'il ne se projette pas sur 15 ou 20 ans, ce que je peux entendre largement, ça ne me dérange pas tant que ça que notre secteur privé soit un peu en retrait sur l'industriel. Moi, j'aimerais juste que le secteur privé se positionne de manière un peu plus volontariste et dire, sur ce pan ou ce sous-secteur des services, par exemple, voici notre feuille de route, voici ce qu'on veut faire, et de manière dépassionnée. Le drame, quelque part, c'est que même sur des sous-secteurs évidents, par exemple des services, je n'ai pas, par exemple, et je surveille d'à peu près, d'un niveau à peu près proche le marché, je n'ai pas forcément une clarté sur une feuille de route claire. On veut faire ça et ça sur ce sous-secteur. Par exemple, une filière ou une fédération. Comme quoi Prenons exemple concret. Une fédération dans un secteur de service, par exemple. J'adorerais pouvoir vous expliquer en 30 secondes ce qu'ils veulent faire. Ils sont à l'état A, ils veulent passer à l'état B. Dans 5 ans, ils veulent être à l'état C pour tendre vers l'état D. C'est-à-dire, peut-être que ça existe, que je l'ai loupé. Mais dans certaines fédérations, par exemple, de services, j'ai du mal à suivre un peu ce qu'ils veulent faire. J'ai du mal à comprendre où ils veulent en être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je reviens à cette logique d'opportunité, mais ce n'est pas forcément l'opportunité immobilière ou foncière par rapport à l'industrie. C'est plus l'opportunité à l'instant T, par exemple, le public veut tel produit, on va lui donner ce produit. Et dans 6 mois, on avisera. Cette logique, pour moi, est beaucoup plus grave et beaucoup plus triste que le simple fait de miser sur l'industrie ou les services. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Professeur Moustapha Al-Jaï. Moi, je constate que la majorité des pays qui sont devenus émergents, qui étaient au même statut que le Maroc, l'industrie reste quand même l'ossature du PIB. Si on prend la Corée, si on prend la Turquie. Donc, la Chine. Moi, je pense l'avantage de l'industrie. Un point, même si comparaison n'est pas raison, mais il y a un point en commun, c'est la continuité, c'est le temps long. Ouais, si la Chine a pu, je pense, corrigez-moi. Bien sûr. Si la Chine a pu mener toutes les réformes qu'elle a pu mener, c'est vrai, il y a la continuité aussi d'une politique de l'État unique.
pour ne pas parler de... L'avantage de l'industrie, c'est que les emplois, si cette industrie est compétitive, les emplois sont pérennes. La problématique, vous avez raison, je prends par exemple le tourisme. Maintenant, le tourisme, c'est l'euphorie, on va vers les 20 millions. Mais il peut y avoir des vulnérabilités. Demain, il y a un incident mondial, les gens ne peuvent plus venir. Donc, quand je constate, comme vous dites, mais je constate que la majorité des pays émergents, l'ossature du PIB, on est au moins au-delà de 20%. Ce n'est pas encore le cas chez nous, surtout l'industrie orientée export. Et c'est ça qui fait... Justement, puisqu'on parle d'export, l'exemple de la Chine ou de la Turquie, si vous comparez le yuan renminbi ou vous comparez la lire en termes de valorisation, il est beaucoup plus facile pour un Chinois d'exporter, pour un Turc, j'en parle même pas, ou pour un Angolais avec le Kwanza, ou un Nigérian avec le Naira, beaucoup plus que certaines monnaies, par exemple comme le dirham marocain, parce que c'est une monnaie qui est plus destinée à contrôler les chocs induits par notre statut, pour l'instant structurel, d'importateur net, et donc d'un point de vue de pragmatisme budgétaire, c'est très très bien joué, parce que si notre monnaie était un peu plus dévaluée, on pourrait exporter davantage, mais le coût de l'import serait terrible pour nous. Donc pour développer l'export, il faudrait une logique globale à 360 degrés. Merci beaucoup. Oui, je ne peux pas vous le refuser. Oui, en quelques mots. Non. Réponse. Non, je pense que les enjeux doivent être clairs, bien encadrés, de l'économie marocaine. Ben voilà, je disais que pour le moi, to-do list. il y a trois éléments sur lesquels il faut qu'on ait des réponses suffisamment claires. Un, le problème de la productivité. Très bien. La productivité totale de facteurs, je pense qu'il faut qu'on ait des rapports clairs. Parce que c'est ça le véritable problème de l'économie marocaine. De la croissance et de la création de richesse. Quelle est la productivité des facteurs de production? Deuxième élément, c'est la compétitivité. Et c'est une question écosystémique parce qu'il y a le tout. Est-ce que vraiment notre économie elle est compétitive? Et si on veut qu'elle soit compétitive, qu'ils en sont les prérequis. Et le troisième élément structurel, c'est le financement. Qui finance l'économie marocaine? Est-ce que nos banques jouent leur rôle de financement de l'économie marocaine ou ils financent le trésor? Voilà. Sachant qu'on parle d'entité privée. Question d'actualité à laquelle nous reviendrons certainement. Oui, surtout que c'est privé, effectivement. Donc, productivité, compétitivité et financement sont les derniers mots là pour décrire un peu ce qui peut créer davantage de richesse, baisser ce taux de chômage qui dépasse les 13% et surtout que, encore une fois, on s'apprête à aller voter ce 23 septembre. Donc, pour aller désigner un prochain gouvernement et qui a des dossiers d'ores et déjà, on peut le dire, très chauds, dont celui de la réforme des retraites qui a été évoqué par Seyd Louali. C'est Abdelatif Jouari lors de la présentation de son rapport annuel 2025 devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'était ce lundi, c'est ce que nous avons décrypté pour vous ce soir avec nos invités que je remercie encore une fois. Merci professeur Arafi, merci Hicham Ben Saïd Alaoui, avec plaisir. Merci à vous également cher docteur Mostafa Al Jay. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.